Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Alors je sais, vous avez attendu avec impatience la suite des aventures rocambolesques de nos empereurs. On s'en était arrêté à l'empereur Claude, séquence 4, séance 4, empereur dont on avait dit qu'il manquait quelque peu de charisme, mais que sa politique n'avait pas été si mauvaise que ça. Mais on n'avait pas parlé de la fin du règne de Claude et de sa succession. Donc c'est le cours d'aujourd'hui, séquence 4, séance 5. Je ne vous donne pas le titre. Pour cette séance, vous n'avez pas de notes à prendre. Vous avez juste à écouter les deux vidéos qui suivent. Première vidéo sur la fin et la succession de Claude. Et deuxième vidéo sur la politique menée par son successeur. Et la semaine prochaine, je vous donnerai un petit travail à faire en rapport avec ces deux vidéos. C'est parti! L'arbre généalogique s'affiche à votre écran et nous allons nous intéresser aux différentes options de succession pour Claude. Alors, ce qui n'apparaît pas sur cet arbre généalogique, c'est les 4 mariages de Claude. Il n'y en a que 2 qui apparaissent, vous le voyez, à gauche avec Agrippina et à droite avec Messalina. Ce sont ces deux derniers mariages. Malgré son physique ingrat et son manque de personnalité, Claude s'est marié de nombreuses fois. C'est ce que vous avez à droite de votre écran. Un premier mariage avec Plautia Urgulanilla. Il a une fille avec cette femme, mais il ne la reconnaît pas parce qu'il pense qu'elle n'est pas de lui. Deuxième mariage avec Aelia Platina, une fille également qui s'appelle Antonia, qui n'est pas dans l'arbre généalogique parce qu'elle ne peut pas régner puisque c'est une fille, tout simplement. Et nous en arrivons au troisième mariage qui lui figure sur l'arbre généalogique, comme vous pouvez le voir à droite. Donc troisième mariage avec Messalina, qui permet à Claude d'avoir 2 enfants, Octavia, une fille, et Britannicus, un garçon. Juste un petit mot pour évoquer les raisons qui poussent Claude à changer d'épouse après Messaline. Ce n'est pas un coup de foudre. Absolument pas. Messaline est impliquée, si on en croit les auteurs antiques, dans un complot visant à éliminer Claude. C'est étonnant puisqu'elle jouissait d'une très grande liberté, vous allez le voir par la suite. Peut-être est-ce vrai. En tous les cas, cela permet à Agrippine de devenir la dernière femme de Claude, et vous allez voir que ça tombe quand même plutôt bien pour elle. De là à dire qu'il y a un lien, bref. Claude va se remarier avec Agrippine, celle que vous voyez à gauche de l'arbre généalogique, c'est son dernier mariage. Agrippine, appelée Agrippine la jeune, pour la différencier de sa mère qui s'appelle aussi Agrippine, qui s'appelle du coup Agrippine l'ancienne. Et de la famille de Claude, c'est sa nièce. Mais vous voyez, de cette union, il n'y a pas d'enfant. Néanmoins, si vous regardez bien, Agrippine, elle, s'est mariée lors de son premier mariage avec un certain Gnaeus Domitius Aenobarbus. Agrippine va faire des pieds et des mains pour que Claude, qui a pourtant un héritier, adopte son fils à elle, qui s'appelle Néron. Donc au moment de la succession, pas de problème, Claude a 2 enfants, un fils naturel Britannicus, et un fils adoptif, celui de sa dernière épouse Agrippine la jeune, Néron. 2 héritiers, c'est un problème. Pour étudier la suite, vous allez avoir besoin des documents que j'ai mis en pièces jointes. Ce sont 5 planches de BD. Alors je sais, c'est pas une BD très jolie, c'est une vieille BD qui s'appelle Alcibiade Didasco, qui raconte les aventures d'un professeur de latin qui a inventé une machine à voyager dans le temps et qui voyage dans l'histoire romaine. Et donc il se retrouve là, à cette période-là, et nous raconte. Donc je vous laisse lire les 5 planches de BD, vous mettez cette vidéo en pause, et ensuite on va pouvoir avancer. Je vais étudier la BD, donc il faut vraiment que vous l'ayez lu parce que sur l'écran c'est pas très lisible. Allez, on met en pause et on se retrouve juste après. Alors on regarde la première vignette ensemble. Le personnage central, hein, c'est Alcibiade, donc le professeur de latin qui voyage. Le personnage de gauche, c'est Claude, hein, que vous voyez, il est toujours représenté avec la goutte au nez, même si ça se voit pas très bien. Et le personnage de droite, c'est évidemment Messaline. Donc je lis la BD. Et je vous rappelle que Claude est bègue. D'accord, il veut aussi agrandir encore un peu l'Empire et se remarier. Mais là, mon vieux, je sais pas si t'as eu une riche idée. C'est parce que moi, Messaline, sa première femme, je suis célèbre pour mes orgies. Alors vous voyez, le personnage de Messaline est caricatural, hein. Elle est représentée avec une forte poitrine parce que Messaline jouit dans l'Antiquité d'une très mauvaise réputation. Les auteurs antiques nous disent qu'elle passe son temps à faire des fêtes un peu olé avec des hommes et qu'elle passe tout son temps avec des hommes, qu'elle est complètement insatiable, au point que, et c'est la note que je vous ai mise, dans le vocabulaire courant, une Messaline, c'est un terme péjoratif pour désigner une femme qui collectionne les conquêtes amoureuses masculines. Donc c'est vous dire que cette Messaline est restée dans l'histoire.
Petit clin d'œil, je vous dis que c'est une vieille BD et elle a souvent plein de petits clins d'œil, plus ou moins humoristiques, plus ou moins culturels. Et là, donc la dernière phrase, elle est dans Elle et elle aime ça. C'est un slogan publicitaire parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais Elle, c'est un magazine féminin. Et au moment où la BD a été écrite, c'était le slogan Je suis dans Elle et j'aime ça. C'était le slogan de ce magazine. Donc là, il y a un petit clin d'œil à ce magazine. Donc vous le voyez, hein, avant-dernière femme de Claude. Comme vous pouvez le voir dans le petit cartouche en haut à gauche, plus 49, hein, donc ça c'est la date. En 49, Claude épouse Agrippine, comme je vous l'avais dit, après que Messaline a été soi-disant impliquée dans un complot visant à éliminer Claude. Peu importe, en tout cas, vous le voyez, c'est pas totalement désintéressé. Peut-être que ce complot était ourdi par Agrippine elle-même, qui voulait faire de son fils Néron le futur empereur. Et nous n'avions pas parlé de Claude dans tout ça. Comment finit Claude? Eh bien, comme vous pouvez le voir dans la deuxième vignette en plus 54, Claude meurt empoisonné. C'est une façon très très à la mode de se débarrasser des gens de l'Empire. Comme par hasard, Claude meurt assassiné lors d'un repas. Si vous avez lu la suite de la BD, donc la troisième vignette, vous le voyez, c'est Néron qui va récupérer le pouvoir. Ce qui est assez étonnant quand on y réfléchit, puisque Néron n'est pas le fils naturel de Claude, ça aurait pu être Britannicus directement qui règne. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'Agrippine, qui est la dernière femme de Claude, verrouille, entre guillemets, le pouvoir et fait en sorte que ce soit Néron qui règne. Par ailleurs, Néron est conseillé, et c'est ce que vous voyez dans la vignette, par un certain Sénèque, qui est un grand philosophe de cette époque, et le début de son règne est plutôt positif. Vous allez voir, c'est de courte durée. Puisque en 55, Britannicus, celui qui pouvait contester le pouvoir à Néron, meurt lui aussi empoisonné. Bizarre. Est-ce que c'est la volonté de Néron? Est-ce que c'est la volonté d'Agrippine? On ne le sait pas, mais les morts étranges se succèdent. J'attire votre attention sur un petit jeu de mots. Alors je vous ai dit qu'il y avait des clins d'œil culturels sur la dernière vignette. Quelle tragédie! Aucun respect pour leurs racines dans cette famille. Il a même fait assassiner sa propre femme. Donc on parle de Néron. Alors ce qui m'intéresse, c'est le jeu de mots entre tragédie et Racine. En effet, Racine, qui est un auteur du XVIIe siècle, a écrit une pièce qui s'appelle Britannicus. Vous savez que les pièces du XVIIe siècle sont très inspirées des thèmes antiques, et du coup, il y a une pièce qui s'appelle Britannicus, qui a été écrite par Jean Racine, une tragédie. Donc là, il y a un petit clin d'œil culturel. Donc vous le voyez, Claude, la femme de Néron, Britannicus, ça fait quand même beaucoup de meurtres en un an. Et tout ça en famille, bien sûr. Mais ça ne s'arrête pas là. À partir de 59 après Jésus-Christ, Néron commence à être un petit peu embêté par cette Agrippine, sa mère, qui lui empoisonne la vie et qui essaie de le diriger, de le téléguider. Et il entreprend du coup de se débarrasser de sa mère. Alors, j'aime bien ce passage de BD, si vous y regardez bien de près, relisez-le bien, tout ce passage où il essaie d'éliminer sa mère. Alors il est évident que ça ne s'est pas passé dans ces circonstances-là. Ce qui est intéressant, c'est le jeu, l'amusement du créateur de la BD qui ici emprunte au genre du cartoon. C'est ce que je vous ai mis. Le poids au-dessus de la porte, le coucou, il met un coup de poing, le cadeau empoisonné, tout ça c'est le registre du cartoon. C'est ce que vous retrouvez dans Bip Bip et le Coyote, ou Tom et Jerry, Titi et Gros Minet. Ce genre de cartoon. À chaque fois on essaie de tuer quelqu'un ou de lui faire du mal ou de l'attraper, et à chaque fois ça échoue. D'où les phrases « mais les vieilles carnes ont la peau dure ». Youhou, Agrippine, voilà, toutes ces choses-là, c'est du registre du cartoon. Donc je vous laisse relire tout ça, et il y a tout un tas de procédés d'écriture qu'on retrouverait dans un texte, on les retrouve ici, dans la BD. Donc je vous laisse relire ce passage et chercher tous les procédés d'écriture habituels qu'on retrouve ici dans la BD. Et on en parle juste après. Les procédés d'écriture qu'on applique au texte, on peut aussi les appliquer à l'image. Vous en avez un bel exemple ici à travers cette planche de BD. On va appeler ça figure de style. Alors voilà les figures de style que vous avez dû trouver. D'abord la répétition. Vous voyez, il y a toujours la phrase de Néron, youhou, Agrippine, pour la tirer dans le piège. Phrase qui est quand même assez étonnante. À chaque fois il essaie de la tuer, à chaque fois elle tombe dans le piège. Voilà, donc ça, première répétition, youhou, Agrippine. Deuxième répétition, encore raté. Alors là, il y a un clin d'œil à Tintin en fait. Il y a un perroquet dans un épisode de Tintin, je crois que c'est l'oreille cassée. Et à chaque fois qu'il manque de tuer Tintin,
le perroquet dit « encore raté ». Donc là, il y a un vrai clin d'œil aux épisodes de Tintin et à la BD en général. Donc deuxième phrase répétitive, troisième phrase répétitive, mais les vieilles carnes ont la peau dure. Donc là encore, c'est une sorte de refrain qui revient à chaque fois que le personnage d'Agrippine s'en sort. Donc vous voyez, première chose, procédé de répétition pour créer du comique. Deuxième procédé pour créer du comique, la gradation. Alors la gradation des dangers qui menacent Agrippine, au départ c'est un poids, ensuite c'est un coucou, ensuite c'est un cadeau qui explose, et dans le dernier strip de la BD, vous voyez bien que les pièges ont été multipliés par 50 pour être sûr qu'elle n'en réchappe pas. Donc il y a la gradation des moyens pour se débarrasser d'elle, mais il y a aussi la gradation de l'état de dégradation d'Agrippine. Si vous regardez, au départ, elle a juste un œil au beurre noir, ensuite elle a un bandage, ensuite elle est toute brûlée, et dans les derniers épisodes, elle tient à peine debout et il y a des os qui ressortent, etc. Donc il y a aussi une gradation dans la dégradation de Agrippine. Il y a une accumulation également, puisque à chaque fois on augmente le nombre de choses pour se débarrasser d'elle. Il y a une hyperbole, puisqu'il est évident que tous ces procédés n'ont pas été employés contre elle, on est dans la caricature complète. Et il y a aussi un autre procédé que vous évoquez, qui est l'anachronisme. Alors je rappelle ce que c'est un anachronisme, c'est le fait de placer quelque chose dans une époque alors que ça n'a pas été inventé. Et là vous avez plein d'anachronismes. Par exemple, le coucou. Les Romains n'ont pas l'heure avec un coucou. Donc ça n'existe pas. Le cadeau et la dynamite, ça n'existe pas. Et vous avez plein d'anachronismes dans toute la BD. C'est une façon de susciter le rire, évidemment. Et vous le voyez donc dans cette dernière vignette, Agrippine est dans un état pitoyable, mais elle est encore en vie. Donc c'est assez intéressant. Alors pourquoi est-ce que l'auteur de BD a choisi de faire ça? Eh bien parce que c'est vrai. Là, alors bien sûr, il n'a pas essayé de la tuer par tous ces moyens-là, mais Néron a visiblement tenté à de nombreuses reprises de se débarrasser de sa mère, mais à chaque fois ça a échoué. Tous les épisodes qui ont été montrés juste avant sont caricaturaux, mais le fond est vrai. En revanche, celui de l'épisode du bateau que vous avez sous vos yeux est un véritable épisode. On nous raconte qu'un jour, c'est Suétone, hein, le biographe, vous vous rappelez un peu par image de l'Antiquité, il nous raconte qu'un jour, Néron avait invité sa mère, hein, alors il avait tenté de la tuer déjà plein de fois, hein, il l'invite quand même à un dîner à Bailly, donc elle vient et lui dit qu'ils vont faire la paix. Bon, le dîner se passe très bien, etc. Et puis au moment de repartir, elle veut rentrer chez elle en char, et Néron lui dit non, écoute, je t'ai fait un petit cadeau, je te fais un bateau, juste pour toi, et je t'offre ce bateau pour que tu puisses rentrer chez toi. Alors Agrippine n'ose pas vraiment refuser la faveur qui lui est faite, et ce bateau était un bateau piégé pour que dès qu'il s'était éloigné des côtes, il coule. Et malheureusement pour Néron, Agrippine faisait partie des gens qui savaient nager. Elle en réchappe donc encore une tentative manquée. Alors celle-ci, elle est sans doute historique, puisque plusieurs auteurs nous en parlent. Alors juste un petit trait d'humour, vous voyez, hein, il lui dit « Oh oui, ma chère mère, c'est un cercueil flottant, un bateau déguisé pour carnaval ». Bon, vous voyez, hein, il y a un jeu de mots, les jeux de mots sont pas toujours très soignés, ou ils sont un peu bas de gamme, vous voyez un peu d'où je tire mon humour. Et si vous regardez la dernière vignette, c'est un peu la même chose. Alcibiade dit à Néron, on t'a déjà dit que t'avais un Néron. Bon voilà, c'est un niveau d'humour 0. Bref, en tous les cas, Agrippine réchappe de cet ultime attentat, et Néron est désespéré, il ne sait plus comment faire, donc il charge un centurion de l'assassiner. Et voilà comment meurt Agrippine, voilà comment Néron se retrouve enfin au pouvoir, tout seul. Je crois que je vous ai raconté une bonne partie de l'histoire. Pour avoir la suite, il faudra revenir au prochain épisode. La deuxième partie, c'est la semaine prochaine.